Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Romana, je suis responsable du département attention aux patients et donc chez Reproclinique. Et maintenant, je vais inviter à Stéphanie Tout-le-Monde, qui est notre coach en fertilité. Et aujourd'hui, nous allons parler des aspects émotionnels de la procréation assistée. Je vais inviter à Stéphanie maintenant, donc juste un instant. Stéphanie. Juste un instant. Stéphanie, tout le monde. Voilà. Alors, Stéphanie, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à la... Ah, voilà, ça y est. Donc, elle va se connecter sûrement d'ici peu. Je ne reçois pas l'invitation, donc je l'avais envoyée. Bonsoir Romana. Et Oui, je sais pas. le contact pour t'inviter. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui, Je suis très très bien, contente merci d'être là beaucoup. ce Donc, soir. Merci. Merci de m'avoir invitée. pas de souci. Donc, j'ai déjà fait la bienvenue à tout le monde qui s'est connecté. Donc, Stéphanie, elle est avec nous maintenant. Si tu veux te présenter un tout petit peu juste, et ensuite, nous Oui, passerons donc aux questions que les patients nous ont passées auparavant, donc pour que tu répondes et expliques un tout petit peu. d'accord, pas de problème. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Stéphanie Tout-le-Monde. Je suis maman de deux filles de 9 et 12 ans qui sont nées par FIV. J'habite à Barcelone et depuis 5 ans, j'accompagne les femmes et les couples en désir d'enfant qui sont en processus PMA. Que ce soit des personnes qui habitent à Barcelone et qui sont en processus PMA à Barcelone, mais aussi des personnes qui sont en France et qui doivent se déplacer en Espagne pour une PMA, que ce soit pour des raisons médicales ou des raisons de situation personnelle. Donc, je suis spécialisée en accompagnement émotionnel de la PMA au travers du coaching, au travers de ma formation comme coach. Et je suis également, toujours dans l'univers de la PMA, je suis également cofondatrice d'une association qui s'appelle SheHawk, qui est une association de soutien aux personnes qui sont en processus PMA. Et donc, au travers de l'association SheHawk, au-delà du soutien émotionnel, déjà dans le soutien émotionnel, on a également des groupes de parole. Mais en plus, au-delà du soutien émotionnel, on a tout ce qui est thérapie naturelle pour accompagner le processus. Et donc, accueil à Barcelone, thérapeute francophone à Barcelone, en acupuncture, ostéopathie, massage relaxant, sophrologie, naturopathie, enfin plein de disciplines complémentaires à la médecine et qui peuvent vous soutenir dans ce processus-là. Super. En tout cas, Stéphanie était une grande aide à beaucoup de patientes. Donc si vous décidez un jour d'utiliser nos services, c'est les siennes. Mais en attendant, donc on va faire donc des questions. Donc ce que je vais les lire et Stéphanie, Ouais, elle va les répondre. D'accord? ouais, ouais. Donc Et si vous avez des questions, les personnes qui mhm. participent, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat du coup. Exactement. Comme ça, je les lirai. Tu le vois, Stéphanie, les questions aussi? Oui, oui, je les vois. Ouais, je vois. Ouais, ouais.
Normalement, D'accord. oui. Donc, si tu vas une ou si je vais une, donc on peut Ouais, se compléter pour d'accord. les deux. D'accord? Ok, D'accord. Donc, la d'accord. première question, c'est comment se déroule une FIV sur le plan émotionnel? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour m'y préparer? D'accord. Alors FIV ou insémination ou FIV avec don d'ovocytes, finalement, tout processus PMA, quel qu'il soit, et que ce soit d'ailleurs pour des raisons médicales ou que ce soit parce que on est célibataire ou en couple de femmes et qu'on peut pas avoir un enfant naturellement, c'est un processus qui est médical, donc très très médicalisé, et dans laquelle souvent on oublie justement cette dimension émotionnelle. Alors je dis souvent, pas tout le monde heureusement, et je sais justement que Reproclinique accorde une grande importance à ce bien-être-là, parce qu'il fait partie du bien-être. Mais c'est vrai que cette dimension émotionnelle du désir d'enfant, elle est souvent sous-évaluée et elle est pourtant extrêmement présente. Il y a une charge émotionnelle très forte. D'abord parce que c'est quelque chose qui nous touche dans notre intimité, non, dans ce qui fait de nous des hommes, des êtres Hmm. humains, notre nécessité de nous reproduire. Donc la partie la plus animale presque de nous. Donc voilà. Donc comment ça se passe? Il y a on parle souvent des montagnes russes émotionnelles. C'est vrai que quand on se lance dans un processus PMA, euh, quand on est un couple hétérosexuel qui a des difficultés pour fonder une famille, ben, en général, le processus PMA vient après de longs mois ou de longues années d'essais naturels. Euh, et quand on est une femme seule ou une femme ou un couple de femmes, on se lance là-dedans avec pas tout à fait la même charge émotionnelle. Mais dans tous les cas, il y a toujours quand même une sorte d'illusion, le bonheur de créer une famille, l'excitation, l'impatience, qui sont évidemment présents parce que c'est le plus beau projet du monde. Et à la fois, il y a des émotions qui sont beaucoup plus difficiles à vivre, comme la peur que ça marche pas, la tristesse, la colère parfois que ça ne marche pas, la jalousie parfois d'amis et de collègues pour qui ça fonctionne très bien. Donc finalement, c'est vraiment, on fait vraiment les montagnes russes, c'est-à-dire que il y a un petit peu de tout en même temps, et c'est pas toujours facile de faire le tri. Donc il y a ça. Ensuite, il y a un tabou important parce que même si on vit dans une société qui est de plus en plus ouverte et où le sujet est assez médiatisé, surtout en France avec l'ouverture de la PMA pour toutes, la PMA a été ultra médiatisée, ça reste quand même dans le cadre personnel et intime, ça reste et individuel, ça reste un sujet qui est très tabou. Alors encore une fois, heureusement pas pour tout le monde, mais c'est souvent quelque chose du coup qui peut être vécu dans la solitude et dans l'isolement parce qu'on on n'ose pas en parler, parce qu'on a honte, parce qu'on a peur de la réaction des autres, parce que les autres réagissent pas bien et ils nous déboussolent, etc., etc. Ensuite, il y a le stress parce que c'est vrai que c'est des processus qui sont ultra médicalisés et pourtant dans lesquels on a un rôle hyper important à jouer, surtout les femmes parce qu'on se pique tous les jours dans le ventre. Et il y a plein d'étapes en fait qui sont assez stressantes en elles-mêmes, qui ont chacune leur dose de stress, surtout quand on est en France et qu'on fait une PMA en Espagne. Là, au stress du processus PMA en général se rajoute en plus le stress des traitements à distance de bah tiens, mon médecin m'a envoyé telle analyse à faire, donc je fais mon analyse, j'envoie le résultat en Espagne, j'attends que l'Espagne me rappelle pour me dire comment adapter mon dosage de la piqûre du soir, etc. Donc comment organiser mon voyage, à quel moment je me déplace, souvent je le sais au dernier moment parce qu'on n'est pas maître des dates, donc il y a plein de choses comme ça. Ensuite, il y a justement le manque de contrôle. On ne contrôle pas grand-chose, malheureusement. On aimerait bien, mais il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très facile à vivre aussi. Donc finalement, en fait, tout ça fait que c'est un processus qui est très émotionnellement chargé. Moi, je fais souvent le parallèle avec un deuil, en fait, parce que, alors ça peut paraître assez fort comme mot, mais je pense que quand on rentre dans un processus PMA, on doit faire le deuil d'une certaine vision de la famille, de la parentalité, de la maternité, du romantisme, voilà, de la vision qu'on pouvait avoir. Donc il y a une forme de deuil, de renoncer à quelque chose, et un peu comme dans tout deuil, bah, il y a toutes ces émotions-là en fait qui rentrent en ligne de compte. Et alors du coup, la deuxième partie de la question, c'est comment s'y préparer, comment est-ce que je peux m'y préparer, c'est ça? Exact. Exactement. Donc, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me préparer? Ouais.
Moi, je pense que déjà le plus important, c'est de les accepter, toutes ces émotions-là. Je pense que c'est important de savoir que ces émotions-là sont normales, qu'elles sont tout simplement humaines en fait, parce que vous voulez quelque chose très 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 fort et qui est très important, quelque chose de viscéral, de charnel et qui nous échappe. Donc c'est douloureux. Et ça, c'est le cas pour tout le monde, quoi. Donc c'est normal, c'est naturel. Donc déjà accepter ces émotions-là. Parce que moi, je suis persuadée de deux choses. D'abord, c'est qu'une émotion, c'est transitoire. Non, dans émotion, il y a motion, l'idée de mouvement. Donc, une émotion, ça passe, ça finit par se transformer. Et ça, c'est important aussi à savoir de se dire que je vis une émotion maintenant, mais je ne suis pas cette émotion. Et puis, elle va finir par évoluer, se transformer dans quelque chose d'autre. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est très, très important, c'est que refouler une émotion ou la nier, ça va pas la faire disparaître. Donc c'est pas parce que je vais me dire non non j'ai pas peur ou non pour moi tout va bien je me sens bien et puis mettre un espèce de couvercle sur ces émotions, bah ça va pas faire en sorte que l'eau qui bout sous le couvercle elle va continuer à bouillir quoi. Donc ça c'est important et donc du coup accepter ces émotions. Donc il y a un petit exercice que je donne souvent aux personnes que j'accompagne, qui est faire un espèce de journal émotionnel. Donc, écrire tous les jours et pour les émotions qu'on ressent, euh, prendre conscience en fait de ces émotions. Donc, ok, donc tiens, j'ai eu, par exemple, j'ai eu telle mauvaise nouvelle, on a eu tant de pourcentage de fécondation, on est déçu parce qu'il y a tant d'embryons. Et donc j'ai une émotion qui m'arrive et donc essayer de l'accepter, de dire ok, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Quelles sont les manifestations physiques de ces émotions? J'ai le rouge qui me monte aux joues, j'ai le cœur qui accélère. Je me sens faible, j'ai des bouffées de chaleur, ou au contraire j'ai froid, etc. Et vraiment prendre conscience de cette émotion-là, des pensées qui me traversent l'esprit à ce moment-là. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, je pense que c'est très important d'être actrice du processus. Moi, je sais que quand j'ai vécu moi ce processus-là, la première FIV que j'ai fait, j'étais extrêmement angoissée, mais j'ai rien fait. C'est-à-dire que je me suis rendue corps et âme au médecin et je leur ai dit allez-y et je me piquais dans le ventre le soir, etc. Mais j'avais pas, et je pense que c'est très important d'être actrice, c'est-à-dire d'être active, de pas être passive, de faire des choses. Donc déjà, ça passe par s'informer. L'information, c'est super important. Savoir qu'est-ce qui va m'arriver, à quel moment, poser des questions. Ça, c'est vraiment très très important. Me renseigner auprès du médecin, auprès de forums, auprès de personnes qui ont vécu la même chose, etc. Et ensuite, moi, me prendre en main aussi pour vivre les choses différemment, pour avoir l'impression de participer aussi à ça et pas que en me faisant des piqûres. Donc, ça peut être justement en cherchant un soutien émotionnel, ça peut être en prenant soin de son alimentation, ça peut être en prenant soin de son corps en général, ça peut être en faisant des thérapies naturelles, l'acupuncture, etc. Il y a plein de manières, en fait, de participer activement au processus qui font que on a l'impression de reprendre un tout petit peu le contrôle, hein, cette perte de contrôle dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, ne pas rester seul, essayer de s'ouvrir. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, l'entourage n'est pas toujours très compréhensif. Donc, ne pas rester seul, ça veut dire aussi en parler, trouver des gens à qui en parler. Ça va pas forcément être la personne qu'on pensait à l'origine, ça va pas forcément être notre meilleure amie ou notre maman, mais ça va être quelqu'un qui comprend et auquel on peut se livrer et se confier. Et je pense qu'il y a une chose qui est super importante aussi, c'est de pas faire que ça soit le centre de notre vie. C'est-à-dire que souvent, quand on est en processus PMA, on arrête de faire des plans de voyage parce qu'on se dit oui, mais je vais pas partir au Maroc si jamais ça marche et que je suis enceinte. Je vais pas changer de travail parce que on sait jamais si je tombe enceinte dans 6 mois, c'est pas du tout le moment. Donc en fait, on s'isole souvent aussi de ses amis ou de sa famille parce qu'on a honte, parce qu'on a peur, parce que c'est des sujets qui sont très tabous. Donc finalement, ne pas faire ça le centre de votre vie, ça veut dire aussi faire d'autres projets. Et tant pis si vous trouvez un nouveau boulot et que vous tombez enceinte au bout de 6 mois, c'est pas grave. Après tout, la priorité c'est d'avoir cet enfant, donc c'est continuer à faire des projets. Que ce soit des projets personnels, que ce soit des projets professionnels, de continuer et de surtout pas tout construire autour de ça.
Très bien, Ouais. très intéressant. Ok, donc passons à la deuxième question. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir jalouse parfois de ma meilleure amie qui est enceinte. Est-ce normal et comment gérer ça? Oui, c'est normal. C'est normal c'est malheureusement extrêmement courant. Moi, j'ai la grande majorité, et je m'inclus dedans, des gens que je connais, que j'accompagne et qui passent par ces processus-là, ont toujours un pincement au cœur quand quelqu'un leur annonce une grossesse, par exemple. Enfin, moi je sais, je me souviens, je voyais des ventres, des gros ventres partout dans la rue, quoi. On peut pas s'empêcher bah voilà, en fait, c'est pas qu'on n'est pas heureux pour la personne. Ça peut être quelqu'un qu'on aime énormément et on est très heureux pour la personne, mais cette annonce de grossesse ou ce gros ventre qui est là, bah, ne fait que nous renvoyer nous vers notre douleur en fait, ce qu'on essaye d'avoir et qu'on n'arrive pas à avoir. Donc oui, c'est normal. Et donc encore une fois, ça fait partie des émotions qu'il faut accepter. Ne pas se dire je suis une mauvaise personne parce que je suis jalouse de ma meilleure amie. Euh, Se dire c'est normal, c'est pas que je suis jalouse, c'est que c'est douloureux pour moi de voir que il y a des femmes qui y arrivent et pas moi. Et c'est normal et c'est naturel. Donc encore une fois, accepter ça. Et puis après, et sans se juger, surtout sans se juger. Donc établir un dialogue intérieur un peu plus positif de c'est pas je suis une mauvaise personne, non, bah, c'est normal, je vis quelque chose de très douloureux, donc c'est difficile à vivre et donc c'est normal de réagir comme ça. Euh, Se communiquer, si c'est possible, hein. Parfois, je sais que parfois le fait de dire à la personne ou de l'écrire, parce que parfois dire c'est difficile, mais écrire une lettre à la personne en disant je me réjouis pour toi, vraiment, sincèrement, mais c'est douloureux, de l'expliquer à la personne, ça décharge d'un poids aussi. Et puis bon, en général, la personne ressent de toute façon une certaine gêne. Donc après tout, le fait d'en parler, bah, ça vient crever un abcès. Et puis sinon, se protéger si vraiment c'est nécessaire, se protéger et effectivement, bah, ne pas aller à une baby shower si on en a une, en expliquant à la personne, je suis désolée, c'est pas possible, ça me rend trop malheureuse, donc je t'envoie un cadeau, on se voit le lendemain, ou je viens avant le baby shower et je pars après avant que les gens arrivent, etc. Mais se protéger d'une manière ou d'une autre quand il y a quelque chose qui est vraiment trop douloureux, ou aller voir une copine à la clinique qui vient d'accoucher, c'est pareil. Si c'est vraiment trop douloureux, se protéger et dire bah non, là non, je le ferai pas. C'est une manière de se respecter aussi. Tout à fait. Ok, je trouve que ces traitements sont vraiment durs à vivre. J'ai souvent des crises d'angoisse et je me sens déprimée par moi-même. Et je culpabilise car je me dis que je ne suis pas positive, ça ne va pas marcher. Est-ce que ça peut affecter les résultats? D'accord. Donc le fait Oui, d'être négative, est-ce que ça peut affecter le résultat? oui. Une Il y a plein de gens. attitude Ouais. négative, est-ce que ça peut affecter que ça ne marche pas finalement? Mm. Il y a énormément de gens qui me disent ça, qui me disent j'y crois pas, j'arrête pas de pleurer, hein, et j'ai peur que ça finalement bah, que ce soit comme une espèce de prophétie auto réalisatrice que comme j'y crois pas, bah, ça va pas marcher. Il y a aucune étude qui montre que être négative ou être stressé pendant un processus de PMA va affecter le résultat. On sait qu'un stress très 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 intense peut bouleverser la fertilité d'une femme. On sait qu'il peut y avoir des règles qui s'arrêtent pendant quelques mois mais bon, on a vu aussi des femmes tomber enceintes en période de guerre. On voit malheureusement beaucoup de contre-exemples qui prouvent que un stress ou une émotion très intense, très négative, n'affecte pas la possibilité de grossesse. En revanche, ça affecte évidemment la manière dont on le vit. Donc c'est sûr que c'est douloureux et si en plus toute la journée on se dit ah mais en plus je suis pas positive donc c'est pas bien, etc. Donc là il y a des petites choses. Déjà il y a un truc à savoir, c'est que notre cerveau il est programmé pour identifier le négatif et pour nous protéger en fait contre le négatif. D'accord? Donc la peur, etc.
notre cerveau, pour nous protéger et d'une manière nous aider à survivre, il est programmé pour voir plus le négatif, les dangers, les menaces potentielles, et pour du coup nous protéger contre ces menaces potentielles. Donc en fait, notre cerveau, il faut qu'on arrive à le rééduquer un petit peu et lui faire, tu vois, et lui faire dar la vuelta, comme on dit en espagnol, faire demi-tour. Et donc moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est le fait de se provoquer des sensations positives. Et ça, je pense que c'est super important. Quand on est en processus PMA, on est dans la piqûre, le stress, l'organisation, la gestion, le contrôle, etc. Et je pense que s'offrir des moments de plaisir, que ce soit un massage, que ce soit un bon repas, que ce soit une sortie au cinéma, que ce soit n'importe quoi, un bon bain moussant, juste une après-midi de lecture tranquille, sans aucune contrainte, des choses comme ça, c'est très très important. Donc faire une petite liste de toutes les choses qui vous font plaisir et puis essayer de les organiser au fur et à mesure. Donc ça peut être un week-end, mais ça peut être juste un morceau de chocolat, ça peut être n'importe quoi. Des petits riens qui font du bien. Exactement. Mais du coup, moi, il y a un truc que j'invite les gens à faire tout le temps, c'est faire la liste de 25 petits riens. Et ça a l'air beaucoup 25 comme ça, mais en réalité, ça va très très vite. Alors rien que le fait d'établir cette liste, c'est déjà super agréable. Donc rien que le fait de se dire ah tiens, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. Et après le fait de l'avoir écrit cette liste, de l'avoir imprimée ou écrire quelque part, et ben ça fait que par moment on se dit ah tiens là cette semaine vraiment là et ben je vais aller piocher dans ma liste. Je vais aller faire ça. J'avais dit que j'aimerais bien me faire un massage, donc ça permet de le faire plus facilement. Donc oui. Et il y a aussi un autre exercice que j'aime bien, qui est d'identifier chaque soir, à la fin de la journée, prendre 5 minutes au moment de se coucher pour identifier et écrire sur un petit carnet 3 choses positives qui nous sont arrivées pendant la journée. Et ça peut être, encore une fois, ça peut être un petit rien, ou comme ça peut être une promotion au travail, ou une bonne nouvelle parce que mes embryons sont arrivés à J5, n'importe quoi. Mais des choses positives. Et ça, même dans une journée vraiment très, très, très pourrie, on arrive toujours à trouver 3 petites choses. Et rien que le fait de faire cet exercice, ça nous aide à recalibrer un peu notre cerveau et le faire focaliser sur des choses plus positives. Super. Très, très bon conseil, je pense. Hein. D'accord. Donc, la prochaine question. Les médecins me disent que je dois passer par un don d'ovocytes, mais j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à passer ce cap? Accepter le don d'ovocytes, c'est un cheminement qui est difficile, évidemment, parce que ça demande de renoncer. C'est encore un autre deuil supplémentaire, qui, en général, en plus, intervient souvent au bout d'un certain nombre de tentatives avec ses propres ovocytes, donc en insémination, en FIV. C'est en général une solution, un compromis, forcément, alternatif. C'est pas du tout ce qu'on aurait choisi à l'origine. Et donc, je pense que de la même manière que faire le deuil du romantisme ou d'une certaine vision de la famille, de la création de la famille, là, c'est la même chose. Il faut faire le deuil de son patrimoine génétique. Donc il faut aussi faire tout ce travail d'accepter les émotions qu'on ressent et de juste les vivre et les laisser nous traverser. Pas les refouler et pas se rebeller contre ça. Ensuite, il faut aussi se dire que les gènes ne sont pas tout et que ce qui est merveilleux avec le don d'ovocytes, c'est que même si c'est pas la solution qu'on avait choisie à l'origine, ça reste quand même une possibilité de vivre une grossesse et de mener à terme une grossesse et d'avoir ce bébé. Et finalement, pendant les 9 mois de grossesse et ensuite pendant toute l'éducation de l'enfant, il y a plein de choses qui se passent qui vont bien au-delà de la génétique. Donc ça peut être un conseil aussi que je peux vous donner, c'est de lire des trucs sur l'épigénétique. Parce que c'est super intéressant et parce qu'on se rend compte de tout ce qui se passe au-delà de la génétique entre une mère et une famille et un enfant. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui est intéressant et moi sur lequel je travaille toujours beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est réfléchir à qu'est-ce que ça représente pour moi la maternité. Qu'est-ce que c'est pour moi la maternité?
Est-ce que c'est donner la vie? Est-ce que c'est accompagner un enfant? Est-ce que c'est le faire grandir, lui donner les éléments, les outils pour grandir, lui donner des valeurs, lui transmettre des valeurs? Donc, qu'est-ce que c'est pour moi la maternité? Qu'est-ce que c'est que la transmission aussi? Donc, si je transmets pas mes gènes, qu'est-ce que je lui transmets à cet enfant au-delà de mes gènes? Donc, je peux lui transmettre ma personnalité, mon sens de l'humour, mes valeurs, justement, mes qualités de savoir-être, ma détermination, mon courage, je sais pas, plein de choses. Donc, qu'est-ce que moi je peux transmettre à cet enfant? Et qu'est-ce que je vais lui apporter au quotidien, chaque jour? Et il y a un dernier truc aussi qui est important, c'est quelle est la place que je veux donner à la donneuse. Et ça, souvent, en fait, c'est intéressant de réfléchir à ça. C'est qu'est-ce qu'elle représente pour moi, cette donneuse? Quelle est la place? Est-ce que c'est un amas de cellules qu'elle m'a donné? Est-ce que c'est, il y en a qui l'appellent leur fée? Il y en a qui n'acceptent absolument pas le rôle de la donneuse, mais c'est important de se dire et de la laisser là où elle est, c'est-à-dire elle a donné un ovule. C'est pas une maman, c'est pas donc de laisser sa juste place à la donneuse. Et ça, c'est très important. Très bien. Mon compagnon et moi allons bientôt nous lancer dans une FIV avec don d'ovocytes et j'ai peur que mon enfant ne me ressemble pas. J'ai aussi peur parfois de ne pas l'aimer. Que faire? Ça reprend un tout petit peu ce que tu disais. Ça reprend complètement ce qu'on a dit et ça. Donc, moi, je suis impressionnée du nombre de femmes qui sont passées par un don d'ovocytes et qui me disent que les gens qui savent pas qu'elles sont passées par un don d'ovocytes trouvent que leur enfant leur ressemble. Et souvent, c'est remarquable. Ouais, ça m'arrive très souvent. Une femme me dit, écoute, on m'a encore dit que mon enfant me ressemblait, alors que franchement, il peut pas me ressembler, c'est pas possible, c'est pas mes gènes. Et je pense que la ressemblance, ça va bien au-delà des traits. La ressemblance, moi, je donne toujours cet exemple. Moi, j'ai deux grandes sœurs. Je suis la dernière d'une fratrie de trois filles. Et quand on regarde les photos, je ressemble énormément à ma sœur la plus âgée. Et quand on était petite, il y a même des photos où on a du mal à nous différencier tellement on se ressemblait. Et pourtant, aujourd'hui, quand je rencontre des gens et que je suis avec une de mes sœurs, c'est toujours à l'autre sœur qu'on trouve que je ressemble. Beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de remarques qui me disent « Ah, tu ressembles à ta sœur, c'est dingue !» avec celle du milieu, à qui je ressemble beaucoup moins qu'à l'autre. Parce qu'il y a une manière de parler, une manière de sourire, une manière de marcher, des gestes, des choses qui en fait, bon, il y a le mimétisme, hein, évidemment, c'est normal quand on vit avec quelqu'un et quand on éduque quelqu'un, bah forcément il y a beaucoup de mimétisme. Donc finalement la ressemblance, elle va bien au-delà même la ressemblance physique en fait va bien au-delà des gènes. Et puis il y a aussi la ressemblance de caractère. Ah, un caractère de cochon comme moi, bah ouais, forcément. Donc, les enfants, ils absorbent, c'est comme les éponges. Souvent, c'est ça aussi, c'est justement comment ils se ressemblent parce qu'ils imitent beaucoup et il y a une ressemblance au-delà de, comme tu dis, de la génétique, des aspects physiques. Exactement. Et cette peur de pas l'aimer, comme tu disais, enfin comme la personne disait, ça revient aussi assez souvent. Parce que mais ça, je pense que c'est presque commun à toutes les femmes entre guillemets, parce que alors le truc c'est que quand on passe par un don d'ovocytes, on se pose beaucoup plus toutes ces questions. Est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais le mériter, etc., etc. Mais finalement, ça nous renvoie toutes à ce truc. La maternité, c'est très grand, c'est très très grand. Donc ça fait peur à tout le monde et à la fois c'est très très grand et à la fois c'est pas forcément naturel pour tout le monde quand on voit toutes les femmes et il y en a beaucoup et c'est encore une fois c'est un gros tabou aussi les femmes qui souffrent de baby blues ou de dépression postpartum c'est très très répandu et ça veut pas dire qu'elles aiment pas leur enfant. Donc finalement cette peur de ne pas l'aimer elle est peut-être amplifiée par le fait qu'on passe par un don d'ovocytes. Mais je pense que le fait de passer par un don d'ovocytes, ça nous pousse juste à nous poser beaucoup plus de questions sur la maternité, sur quel type de maman je veux être, que quand on fait un enfant sur la couette et forcément il y a un peu moins de réflexion derrière. Donc finalement, cette peur de pas l'aimer,
elle est commune à beaucoup de femmes. C'est juste la peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, moi, je vous assure que toutes les femmes que j'ai vues qui sont passées par un don d'ovocytes aiment leur enfant et presque tous ces doutes, en fait, au moment où elles ont leur bébé dans leurs bras, très souvent, ces doutes-là, ils disparaissent. Et elles se rendent compte naturellement que c'est naturel, en fait. Souvent, on oublie aussi, c'est comme les douleurs. Sur le moment, c'est comme exactement. Ça. On ne s'en souvient plus. Donc, je pense que peut-être c'est la même chose, non? Ok, donc, autre question. Mon compagnon et moi, alors... Ah non, ça c'était la même. Excusez-moi, je n'ai pas tâché. Le don d'ovocytes. Donc, j'ai l'impression que ce contrôle nous éloigne, mon mari et moi. Il ne vit pas du tout la situation pour moi. Je me sens beaucoup plus affectée émotionnellement que lui et j'ai du mal à ne pas lui en vouloir. Que pouvons-nous faire pour traverser cette épreuve sans nous distancer l'un de l'autre? J'ai tellement entendu parler de couples qui se séparent quand ils entrent en PMA. C'est vrai que la PMA met le couple à l'épreuve énormément. Parce que c'est douloureux pour les deux, mais pas de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Communiquer. Ça veut dire, mais déjà pour pouvoir parler de son ressenti à l'autre, il faut déjà comprendre. Donc on revient au tout début, qui est accepter et comprendre ses émotions et être capable de les transmettre à l'autre. Pas forcément tout le temps, toute la journée, etc., mais être capable de dire, ben voilà, là ça va pas parce que, etc., etc. Être à l'écoute aussi de l'autre et ne pas dire, tiens, il devrait réagir de telle ou telle manière, mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Mais essayer juste de comprendre, de se mettre dans la peau de l'autre. C'est normal qu'on réagisse pas de la même manière quand on est une femme ou quand on est un homme, ou alors quand on est même dans un couple de femmes, la femme qui fait le traitement et celle qui accompagne. Parce que on vit pas les mêmes choses, on vit pas physiquement les mêmes choses. Donc c'est normal. Donc il faut beaucoup communiquer et beaucoup s'ouvrir à l'autre. Donc il faut ouvrir ces vrais espaces de communication et à la fois il faut aussi savoir les fermer et en ouvrir d'autres qui sont pas liés à la PMA. Donc il faut aussi s'offrir des moments qui soient complètement déconnectés et ne pas parler que de ça. Donc et encore ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de ne pas mettre ça au centre de sa vie. C'est présent, c'est extrêmement présent, on va pas dire, hein, c'est extrêmement présent, c'est extrêmement douloureux, mais ne pas le mettre au cœur de la relation de couple aussi. Ok, très bien. Donc, autre question. J'ai fait plusieurs tentatives infructueuses et la peur d'un nouvel échec me paralyse. Comment faire pour avancer malgré la peur? C'est ce que je dis, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La peur, c'est un réflexe en fait pour nous protéger. Finalement, je trouve qu'une des choses les plus difficiles quand on est en PMA, c'est de concilier l'espoir et l'illusion avec la peur et du coup la protection et du coup non mais en fait ça va pas marcher. Il y a beaucoup de femmes qui me disent non mais j'y crois pas, de toute façon cette fois-ci je sens que ça va pas marcher, etc. Ça c'est une manière de se protéger en fait. La peur ça marche pas, c'est tout simplement le cerveau qui nous protège, qui nous dit attention là tu risques de vivre un truc très 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 dur parce que ça va pas marcher, donc autant que tu te prépares petit à petit. Au final, moi je pense que c'est impossible de vivre ces processus-là si on n'a pas un peu d'espoir et d'illusion, parce que c'est très difficile. Et donc réussir à faire un petit peu cet équilibre-là, parce qu'au final, si on se protège et qu'on se dit ça va pas marcher, il se passe deux choses. Enfin, il peut se passer deux choses. Soit ça marche et on aura souffert pour rien. Soit ça marche pas, mais au moment où ça marche pas, la chute et la douleur est pas moins forte, parce que finalement, donc je pense qu'encore une fois, c'est se connecter à ça et se dire, ok, j'ai peur, mais j'ai peur parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et que je sais ce qui se passe si jamais ça marche pas, je devrais recommencer, je devrais renoncer, etc.
Donc ça, c'est faire face en se disant, bah oui, j'ai peur, mais aussi en même temps, j'ai cet espoir, cette illusion, ça peut marcher, je peux connecter avec l'optimisme aussi de temps en temps. Et parfois faire la liste de ses peurs aussi, ça c'est un truc qui est pas très agréable, mais d'aller les affronter direct en disant de quoi j'ai peur. J'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de ne jamais être maman, j'ai peur de terminer toute seule, j'ai peur de je ne sais pas quoi. Enfin, vraiment essayer d'aller approfondir et de comprendre de quoi on a peur. Mettre les mots sur la peur. Ouais. D'accord, très bien. Et je pense que j'arrive à la dernière question. Et si D'accord. bien sûr, si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous mettre les commentaires. Donc, on peut le commenter avec Stéphanie. Donc, je n'arrive pas à parler de ça avec ma famille et mes amis. C'est trop douloureux et j'ai peur de ce qu'ils diront. Que recommandez-vous? Mm. Ça, c'est ce que je disais au tout début. En fait, même si c'est quelque chose qui est ultra médiatisé et enfin, ultra médiatisé, qui est assez médiatisé et dont on parle de plus en plus et qui est de moins en moins tabou, ça reste quand même très tabou et les gens, en fait, souvent, ils savent pas trop comment réagir, en fait, quand ils sont face à la douleur d'une personne qui a ce désir d'enfant qui est inassouvi. Ils savent pas forcément comment réagir, ils sont gênés, euh, donc du coup, on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur qu'ils mettent les pieds dans le plat ou qu'ils disent tout le contraire de ce qu'on voudrait, etc. Moi, je pense que c'est très 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 important de pas rester complètement seul. Euh, donc l'entourage, bon, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, il y a forcément quelqu'un à un moment, et même si c'est encore une fois, ça peut être, alors effectivement, ça sera pas notre maman ou notre meilleure amie parce que, en l'occurrence, elle réagit bizarrement, parce qu'on a honte de lui dire ou quoi que ce soit, mais ça peut être, je sais pas, une collègue ou une amie d'amis qui est passée par la même chose, euh, et, et, et en parler du coup de manière ouverte à quelqu'un qui nous comprend parce qu'elle a vécu la même chose. Donc ça peut être une chose. En tout cas, de ne pas rester seul. Et si jamais c'est difficile de trouver cette personne-là, il y a des associations comme la nôtre, ou même avec Reproclinique, on organise tous les mois des groupes de soutien. Et ces groupes de soutien-là, ils sont super précieux parce que on partage avec des gens qui vivent exactement la même chose. Et du coup, c'est un espèce d'espace de liberté où on peut dire tout ce qu'on ressent, même les choses les plus noires. Et ces espaces, et ces groupes de parole, ils sont vraiment, pour ça, ils sont vraiment magiques. Et sinon, ouais, Je voulais juste dire, nous avons des feedbacks très positifs, donc vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous nous contactez, si vous êtes intéressés, c'est vraiment très très intéressant ces groupes-là, les échanges, etc. Ouais. Sachant qu'en plus, c'est des groupes où il y a une extrême bienveillance. C'est-à-dire que souvent, en fait, on se dit, voilà, moi, j'ai pas du tout envie d'aller partager avec des gens que je connais pas sur des sujets aussi intimes et tout. Oui, mais d'abord, on est tous au même niveau. On est toutes pareilles. Et ensuite, il y a une bienveillance incroyable, justement, parce que c'est des femmes qui vivent exactement la même chose. Et moi, dans tous les groupes que j'ai pu organiser, et il y en a quand même beaucoup maintenant, je vois qu'il y a cette extrême bienveillance. Et il y a même des femmes qui me disent, je suis jalouse de toutes mes copines qui tombent enceintes, sauf les filles du groupe. Elles, ça leur fait plaisir. Et il y a c'est une vraie générosité là-dedans. Et donc, pour revenir à l'entourage, je pense que ce qui est intéressant, c'est déjà de voir à qui est-ce que je dois en parler pour des raisons logistiques, pour des raisons pratiques, juste parce que les gens s'inquiètent terriblement et qu'on peut pas les laisser dans le doute comme ça. Donc, à qui est-ce que je dois absolument en parler et jusqu'où j'ai envie d'en parler. On n'est pas forcément envie de raconter tous les détails tiens, j'ai mon transfert tel jour à telle heure, j'aurai la prise de sang tel jour à telle heure, non, parce que ça met une pression assez impressionnante. Souvent, les gens me disent, je veux pas dire la date de mon transfert parce que je veux pas qu'on me pose des questions. Mais ce qui est intéressant quand vous devez dire les choses aux gens, c'est d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que vous en attendez. Est-ce que j'en attends qu'elle me change les idées, ou est-ce que j'attends qu'elle me pose des questions, ou est-ce que j'attends qu'elle me laisse tranquille et qu'elle me pose pas de questions justement, ou est-ce que j'attends qu'on en parle pendant des heures pour essayer d'aller au creuset, etc., etc. Parce que si la personne n'est pas capable de nous donner ce qu'on attend d'elle, il vaut mieux essayer de reformuler les attentes ou les choses. Et deux, souvent les gens, en fait, ils savent pas comment réagir. Ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire. Donc ils sont un peu
un peu comme ça, à marcher sur des œufs, à se dire oui, mais si je l'appelle, elle va penser, enfin, ça va la saouler. Si je l'appelle pas, elle va penser que je m'intéresse pas à elle. Donc finalement, verbaliser les choses tout simplement en disant, écoute, je traverse cette épreuve-là. Je t'en parle, mais j'ai pas forcément envie que tu me poses des questions tout le temps. J'ai juste besoin que tu sois au courant pour que tu saches que de temps en temps, si j'arrive avec une tête comme ça, c'est pour telle raison. Ou alors au contraire, je, je t'en parle et j'ai besoin que tu sois là pour moi, que tu me soutiennes, que tu me demandes des nouvelles de temps en temps, etc. Et je pense que les personnes, en fait, elles vont presque être contentes que vous leur expliquiez comment est-ce qu'elles peuvent vous aider. Donc ça, c'est une chose qui peut être intéressante, de savoir qu'est-ce que j'attends de la personne et réussir peut-être à lui communiquer. Et jusqu'où est-ce que j'ai envie de dire les choses. Très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez nous écrire des petits commentaires. Donc, comme ça, profitez que Stéphanie elle est avec nous pour vous répondre. Je regarde dans l'historique si on n'a pas laissé passer des questions. J'ai l'impression, je n'ai pas vu des questions, mais n'hésitez pas. On les avait déjà reçues par mail, en fait. Donc, alors, Non. Je ne crois pas. Très bien. Peut-être que les gens sont un peu timides aujourd'hui, mais en tout cas, ils connaissent ton nom, ils peuvent te contacter, ils peuvent nous contacter, on peut répondre aux questions, quelque chose au besoin. Donc, nous sommes heureux d'aider. Oui, donc, surtout, faut pas hésiter à demander de l'aide, parce que c'est justement quelque chose qu'on a parfois du mal à faire, nous, surtout les femmes. Exactement. Mais vous n'êtes pas tout seul. Et nous sommes là pour vous aider. Ok. D'accord. Merci Romana. Beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé ici au live. Merci à toi, Stéphanie. Et je vous dis à tous à bientôt. Et s'il y a quoi que ce soit, vous savez où nous trouver. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.